Deuxième dossier de cette première conférence de cardiologie D3. Un homme de 85 ans consulte pour dyspnée d'efforts de plus en plus importante, survenant actuellement pour des efforts de la vie quotidienne. L'examen clinique met en évidence un souffle systolique, rude, râpeux, maximal au deuxième espace intercostal droit et irradiant aux carotides. Quel est le diagnostic de valvulopathie le plus probable? Chez ce patient, le diagnostic de valvulopathie le plus probable est celui d'un rétrécissement aortique, a priori serré. Seule l'échocardiographie permettra de dire s'il est effectivement serré ou non. On peut rajouter qu'il est symptomatique, puisque le patient présente des symptômes à l'effort et actuellement de repos, et qu'il est probablement dégénératif compte tenu de son âge. Le rétrécissement aortique serré dégénératif est appelé maladie de Monckeberg. Les arguments, si on veut les reprendre, le premier argument de terrain. Donc le patient a 85 ans, il s'agit de la valvulopathie la plus fréquente après 70 ans en France. L'argument clinique, l'apparition de symptômes à l'effort, une dyspnée, on aurait pu avoir un angor, des malaises, des vertiges, des syncopes, et actuellement des symptômes crescendo, ça veut dire qui apparaissent pour des efforts de plus en plus minimes. Ça signe en général l'évolutivité du rétrécissement aortique. L'examen clinique, la présence d'un souffle systolique, rude, râpeux, c'est les caractéristiques habituelles du rétrécissement aortique. Le foyer auscultatoire classique, le foyer aortique, deuxième espace intercostal droit, et enfin l'irradiation aux carotides. Deuxième question, quels examens complémentaires non biologiques de première intention allez-vous prescrire chez ce patient? Ici, il ne faut bien sûr pas se jeter sur le bilan préopératoire du rétrécissement aortique, on va déjà faire le bilan de cette valvulopathie. Toujours commencer par un électrocardiogramme de repos. Dans le rétrécissement aortique, on peut trouver différentes anomalies. On peut rarement avoir un électrocardiogramme normal, qui n'élimine pas le diagnostic. On peut avoir des signes d'hypertrophie ventriculaire gauche de type systolique, dû à l'épaississement du myocarde secondaire à l'obstacle à l'éjection du sang du ventricule gauche dans l'aorte. On aura donc une HVG diffuse avec des ondes T négatives en général dans les dérivations latérales. On peut avoir chez certains patients des troubles de la conduction intracardiaque, de la conduction intraventriculaire, des blocs de branche droit ou plus probablement gauche. Il peut également exister des troubles de la conduction auriculo-ventriculaire, BAV1, BAV2, voire BAV3 dans les cas les plus sévères. Ces troubles de la conduction sont dus à des calcifications au niveau du faisceau de His. En général, il s'agit d'une coulée calcaire dont le point de départ est la valve ou l'anneau aortique. Deuxième examen complémentaire, je l'avais oublié, la radiothorax de face et de profil. Elle va permettre de chercher des calcifications cardiaques sur la valve aortique ou sur l'aorte initiale et une dilatation de l'aorte initiale qui peut être secondaire aux lésions G du rétrécissement aortique. Enfin, on va rechercher des signes d'insuffisance cardiaque, une cardiomégalie, des signes de surcharge alvéolo interstitielle, etc., etc. Dernier examen, le plus important, qui pourrait valoir un 0 en cas d'oubli, c'est évidemment l'échocardiographie transthoracique, pas d'indication à l'écho-transœsophagienne. Elle va permettre de faire le diagnostic de valvulopathie, elle va permettre de donner l'étiologie de la valvulopathie, elle va permettre de donner les complications de la valvulopathie et le retentissement cardiaque. Troisième question, quels sont les signes de gravité clinique et échographique du rétrécissement aortique? On commence par les signes de gravité clinique. D'abord, l'apparition de symptômes. On l'a vu chez ce patient qui se plaint d'une dyspnée d'effort, c'est d'emblée grave. Les symptômes dans le rétrécissement aortique apparaissent d'abord à l'effort, puis surviennent pour des efforts de plus en plus minimes, et enfin risquent d'apparaître au repos. En cas de symptômes de repos, en particulier d'insuffisance cardiaque, le pronostic est très mauvais. Dès l'apparition des symptômes à l'effort, en cas de confirmation du rétrécissement aortique, il faut agir, traiter les patients de façon radicale avant qu'apparaissent les symptômes de repos. À l'examen clinique, on trouve également des critères de gravité. Le seul à connaître est l'abolition, ou parfois le dédoublement, du deuxième bruit cardiaque, la fermeture de la valve aortique. Plus la valve est calcifiée, plus le rétrécissement risque d'être serré, et plus le deuxième bruit va être diminué ou aboli. L'apparition d'un B3 est également un signe d'auscultation de gravité. Le B3 ou le B4 sont des bruits diastoliques qui signent une insuffisance cardiaque systolique ou diastolique. Normalement, ces signes-là n'existent pas à l'auscultation. La tachycardie, le bruit de galop gauche sont des signes de gravité puisqu'ils signent une insuffisance cardiaque importante. À présent, les signes à connaître en échocardiographie. Il y a peu de choses à connaître en échocardiographie pour l'examen national classant, il faut au moins connaître cela. Une valvulopathie est sévère, serrée, lorsque la surface est très diminuée et lorsqu'il existe un gradient transvalvulaire important, que ce soit dans le rétrécissement aortique ou le rétrécissement mitral qui n'est plus au programme. Pour le rétrécissement aortique, la valve est dite serrée lorsque sa surface complètement ouverte est à moins de 1 cm². Normalement, une valve aortique complètement ouverte
en systole doit mesurer 3 cm² d'ouverture. Le gradient transvalvulaire aortique, normalement il n'y a pas ou peu de gradient. On dit que le gradient moyen, lorsqu'il est supérieur à 40 mm de mercure, signe également un rétrécissement aortique serré en l'absence de facteurs extracardiaques favoris. Enfin, au niveau du retentissement, ce qui est visible en échocardiographie et qui peut être un signe de gravité, c'est la diminution de la fraction d'éjection. Longtemps dans cette maladie, pour lutter contre l'obstacle aortique, le ventricule gauche s'hypertrophie et fonctionne en hyperdébit permanent. Si la fraction d'éjection commence à diminuer, on est déjà dans une forme très sévère. La deuxième façon de voir un retentissement cardiaque est la présence d'une augmentation des pressions intracardiaques. Le plus simple à mesurer sont les pressions droites, les pressions artérielles pulmonaires. On mesure facilement en échographie la présence d'une HTAP. En cas de PAP systolique à plus de 50 mm de mercure, on a également un signe de gravité échocardiographique de cette maladie. Quatrième question, vous décidez d'un traitement chirurgical kératine. Lequel et après quel bilan? Il faut bien savoir que l'âge n'est en aucun cas une contre-indication à la chirurgie pour un rétrécissement valvulaire aortique. En général, c'est une maladie du sujet âgé. On peut opérer des patients en bonne état général, sans comorbidité vraiment gênante, jusqu'à l'âge parfois de 90 ans, voire un peu plus. Actuellement, il existe une autre technique, le remplacement valvulaire aortique par voie percutanée, dont on ne va pas parler ici, puisque cette technique n'est actuellement recommandée que pour des patients ayant une contre-indication à la chirurgie cardiaque classique, ce qui n'est pas le cas ici. Le seul traitement chirurgical curatif à connaître est donc actuellement le remplacement valvulaire aortique. Deux types de prothèses aortiques sont proposables en fonction de l'âge et de l'état général du patient et de certains critères. Le premier, une valve mécanique. En général, on évite au-delà de 65 ans. Ici, à 85 ans, on va plutôt proposer une bioprothèse aortique. Le bilan préopératoire systématique, quel que soit l'âge du patient. D'abord un bilan clinique, rechercher différentes contre-indications à la CEC. Le bilan biologique standard, qui n'a rien de particulier en dehors des sérologies virales préopératoires. Donc là, c'est discuté. On préfère quand même les prélever avant. Il y a toujours un risque de transfusion périopératoire en cas de chirurgie cardiaque. On aime bien avoir le statut viral avant. Et s'il y a une transfusion, évidemment, il faudra comparer aux sérologies qui seront réalisées à distance. En cas d'antécédent respiratoire, on propose des gaz du sang et en cas d'anomanie des EFR. En l'absence d'anomalie respiratoire, en l'absence de tabagisme actif, on pourrait éventuellement se contenter d'une saturation normale en néromion. Le reste du bilan, très important, on commence par la recherche de foyers infectieux. On ne peut pas opérer un patient d'une valve cardiaque s'il a une infection en cours. Alors évidemment, si le patient a de la fièvre, on fait un bilan de cette fièvre et on va repousser la chirurgie de la valvulopathie. Si le patient n'a pas de fièvre, on se contente d'une bandelette urinaire. Si elle est négative, on ne va pas plus loin. Et il faut par contre rechercher des foyers infectieux ORL et stomatologiques. Le risque en cas de présence de foyers infectieux lorsqu'on opère le patient est l'endocardite aiguë post-opératoire. Pour rechercher une anomalie dentaire ou ORL, il faut une radio et une consultation spécialisée. Donc un panoramique dentaire, une radio des sinus, une consultation avec un stomato et une consultation avec l'ORL. En cas de présence d'un foyer infectieux préopératoire, il faudra bien sûr le traiter, sauf en cas d'urgence à traiter la valvulopathie, ce qui est assez rare. Les épreuves fonctionnelles respiratoires, on vient de le voir, sont réservées aux patients ayant des antécédents respiratoires ou des gaz du sang normaux. Par contre, les examens vraiment majeurs qui peuvent valoir des zéros sont les deux derniers. Le premier, le Doppler d'électron supraortique, il sert à dépister des sténoses carotidiennes qui pourraient contre-indiquer une CEC. En cas de sténose serrée carotidienne, il faudra la confirmer par un scanner et la traiter avant la chirurgie cardiaque ou dans le même temps. Le dernier examen, qui est probablement le plus important, est la coronarographie. Le but de cet examen est de dépister des lésions coronaires chirurgicales qu'il faudra traiter en même temps qu'on traitera la valve aortique. Donc des pontages associés au remplacement valvulaire aortique. S'il existe à la coronarographie des lésions serrées, on ne prescrira aucun test d'ischémie pour savoir si elles sont symptomatiques. La chirurgie de revascularisation est systématique. Il s'agirait, avec le Doppler des TSA, d'un autre zéro à cette question si oublie. Alors, la coronarographie est systématique au-delà de 40 ans et avant en cas de présence de facteurs de risque cardiovasculaire. À 85 ans, il faudra évidemment la réaliser. Enfin, pour mémoire, le dépistage des bactéries résistantes en préopératoire, ça se fait systématiquement pour tout patient qui va être opéré en chirurgie cardiaque. Question suivante. À J2 post-opératoire, le patient présente une hypotension artérielle, des marbrures des genoux, une turgescence jugulaire. Vous trouvez des bruits du cœur sourd. Quels sont les deux diagnostics à évoquer? Les deux diagnostics à évoquer chez un patient en post-op immédiate chirurgie cardiaque pour une valvulopathie, qui présente des signes d'insuffisance cardiaque gauche sévère et de choc, l'hypotension, la tachycardie, les marbrures, et des signes d'insuffisance cardiaque droite aiguë, avec également l'hypotension et la turgescence jugulaire, sont la tamponnade par hémopéricarde, la présence de sang
secondaire à l'intervention de chirurgie cardiaque dans l'enveloppe du cœur, le péricarde. Ce sang va comprimer le ventricule droit, gêner la diastole du ventricule droit et donner des signes d'insuffisance cardiaque droite aiguë. La deuxième cause de dysfonction aiguë du ventricule droit qui peut donner un choc en post-opératoire est évidemment l'embolie pulmonaire massive. On évoque l'embolie pulmonaire en cas de déficit d'anticoagulation. Ici, à J2 post-opératoire, même en présence d'une valve qui est une bioprothèse, les patients normalement restent anticoagulés de manière efficace. Quels examens pourront rapidement trancher et quels signes rechercher? Alors, les deux examens à réaliser en urgence au lit du patient pour permettre de différencier une tamponnade ou une embolie pulmonaire massive sont l'électrocardiogramme et l'échocardiographie au lit. À l'électrocardiogramme, on va voir successivement les signes à rechercher en cas de tamponnade et en cas d'embolie pulmonaire, de même pour l'échocardiographie. Donc en cas de tamponnade à l'électro, il peut être normal, mais c'est quand même exceptionnel, n'éliminant pas le diagnostic. On peut retrouver des signes de péricardite aiguë, donc le signe pathognomonique, le sous-décalage diffus du segment PQ, et enfin le signe classique, le sus-décalage à concavité supérieure du ST, avec comme mot-clé l'absence de systématisation, ce n'est pas ischémique, et l'absence de miroir, ce n'est pas ischémique. Enfin, on peut avoir des ondes T-KISS négatives et d'autres signes beaucoup moins spécifiques, mais qui peuvent être classiques en cas de tamponnade. D'abord, le microvoltage, il sera d'autant plus important que l'épanchement est abondant autour du cœur. Enfin, les troubles du rythme supraventriculaire, tachycardie sinusale, troubles du rythme cardiaque. Le dernier signe qu'on peut voir en cas d'épanchement très important est l'alternance électrique. À chaque inspiration, à chaque fois que le retour veineux va être important dans les cavités cardiaques droites, le ventricule droit, pour se remplir, va devoir comprimer le ventricule gauche, puisqu'il ne peut pas le faire aux dépens du péricarde. Ceci va provoquer un mouvement du cœur sur son axe dans le péricarde, et on verra des modifications de l'axe cardiaque à chaque inspiration. C'est ce qu'on appelle l'alternance électrique. En cas de tamponnade, l'échocardiographie permet immédiatement, en quelques secondes, de faire le diagnostic. Les signes à connaître sont la présence d'un épanchement péricardique, systolo-diastolique, qui peut être abondant, en péricardiaque. On va rechercher des signes compressifs qui ne sont pas a priori à connaître pour l'internat. Un autre signe classique est le swinging heart. On a l'impression que le cœur est en train de danser dans le péricarde, compte tenu de la tachycardie et du changement d'axe permanent. En cas d'embolie pulmonaire massive, l'électrocardiogramme peut également être normal, rarement, n'éliminant pas le diagnostic. On recherche des signes de cœur pulmonaire aigu. Des signes droits, une déviation axiale droite, un S1Q3, un bloc de branche droit qui peut être complet ou incomplet, et des anomalies du rythme cardiaque, tachycardie sinusale, tachycardie supraventriculaire, anomalie de la repolarisation diffuse. En échocardiographie, on aura d'une part l'absence d'épanchement péricardique, donc c'est le diagnostic différentiel, les signes d'embolie pulmonaire massive, une dilatation et une hypokinésie du ventricule droit, une insuffisance tricuspidienne due à la dilatation du ventricule droit qui va permettre de mesurer les pressions pulmonaires, il y aura une HTAP. Et enfin, on peut voir en échocardiographie un thrombus intracardiaque dans les cavités droites, dans l'oreillette ou le ventricule droit. Quelques mots sur le rétrécissement aortique et la tamponnade en iconographie. La valve aortique normale est une valve tricuspide, elle est formée de 3 feuillets. Lorsqu'elle est complètement ouverte, normalement, la surface d'ouverture est d'environ 3 cm². On peut avoir dans certains cas une anomalie congénitale de la valve aortique, une valve bicuspide, seulement 2 feuillets, et exceptionnellement une valve unicuspide. Les signes cliniques, les signes d'examen habituels dans le rétrécissement aortique, l'électrocardiogramme. On a un rythme sinusal régulier ici. L'anomalie est la présence d'une HVG, de grandes ondes S en V1-V2 et des grandes ondes S en V5-V6. L'HVG est systolique puisqu'on voit des ondes T négatives dans les dérivations latérales. Il n'y a pas ici de radiothorax, on passe directement à l'échocardiographie. Ici, une coupe parasternale grand axe. Vous voyez le départ de l'aorte et ici la valve aortique qui sépare l'aorte du ventricule gauche. Le sang va dans cette direction à chaque systole. Apparaît en blanc des calcifications importantes de la valve aortique qu'on retrouve ici en se mettant au-dessus de la valve en coupe petit axe. Vous voyez des grosses calcifications sur le bord libre de toutes les cuspes. Ici, pour mémoire, un Doppler en transvalvulaire aortique qui permet de voir l'accélération du flux sanguin à travers la valve qui permet de mesurer le gradient. Ici, une coupe apicale des 4 cavités. La sonde d'échographie est ici. On a ici le ventricule gauche, le ventricule droit, l'oreillette gauche, l'oreillette droite. Ici, la valve aortique qui est remplacée par un bloc calcaire qui apparaît ici en image hyperéchogène. Les différentes valves qu'on peut proposer aux patients pour un remplacement valvulaire aortique. Pour mémoire, la valve de Starr, qui n'est plus posée en chirurgie cardiaque, qui était une valve à bille,
bille qui était mobile dans une cage d'acier en systole. Le haut pouvoir thrombogène de ce genre de valve fait qu'on ne les utilise plus maintenant, avec des nécessités linéaires assez élevées. On utilise actuellement soit des valves à disque, soit le plus souvent des valves à double ailette, le modèle classique, le modèle Saint-Jude, donc des ailettes qui vont s'ouvrir et se fermer en systole et en diastole. Chez des patients de plus de 65 ans ou ayant une contre-indication au traitement anticoagulant efficace à vie par AVK, on utilisera des bioprothèses. Donc il s'agit d'hétérogreffes qui peuvent être d'origine porcine ou bovine, traitées. Il n'y a donc pas de risque de rejet et peu ou pas de matériel métallique. Pas de nécessité de traitement anticoagulant au-delà du premier ou du troisième mois post-opératoire. En ce qui concerne la tamponnade, quelques images. La radio de thorax dont on n'a pas parlé dans le dossier, qu'il faudra comparer au cliché précédent. On voit des signes évident d'épanchement péricardique abondant avec une cardiomégalie très franche, avec ce qu'on appelle un cœur en carafe. Vous voyez ici un comblement du cul-de-sac, l'index cardiothoracique largement supérieur à 0,5. Dernier examen pour la tamponnade, l'échocardiographie. Ici une coupe apicale des 4 cavités, la sonde est toujours ici, le ventricule gauche, le ventricule droit, l'oreillette droite, l'oreillette gauche, la valve mitrale, la valve tricuspide, et ici il y aurait la valve aortique. Tout autour du cœur, on peut voir une image hypoéchogène qui correspond à l'épanchement péricardique. Ici, il ne s'agit pas d'un épanchement abondant, mais il est compressif et mal toléré, puisqu'on voit que derrière les cavités cardiaques droites, l'épanchement, même s'il est peu abondant, comprime. On a un collapsus systolique du ventricule droit et une inversion quasiment complète de l'oreillette droite due à l'épanchement. Donc, ici, même en l'absence d'un épanchement abondant, il faudra probablement proposer une prise en charge chirurgicale par drainage, par exemple. Donc, en conclusion, le rétrécissement aortique calcifié est une des valvulopathies les plus fréquentes en France, compte tenu du vieillissement de la population. Après 70-75 ans, c'est la valvulopathie la plus fréquente. Le traitement en est chirurgical curatif, remplaçant valvulaire aortique, soit une valve mécanique, soit une bioprothèse, en fonction de l'âge et de la possibilité de traitement anticoagulant. Les autres possibilités de traitement chirurgical, la dilatation de la valve aortique est un traitement palliatif qu'on peut quasiment oublier pour l'internat. Le remplacement valvulaire aortique percutané, actuellement à l'étude, n'est proposé qu'aux patients où il y a une contre-indication ou un haut risque chirurgical. Les complications classiques de la chirurgie cardiaque, elles sont nombreuses. Ici, on en a abordé deux. L'embolie pulmonaire, qui est quand même très rare chez les patients bien anticoagulés, et la tamponnade, qui par contre, par hémopéricarde, est un classique du post-op de chirurgie cardiaque. Les items abordés, l'item 281, rétrécissement aortique du sujet.